Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau dialogue littéraire. Au programme, 2 romans phares de cette rentrée. Une éducation catholique de Catherine Cusset, paru aux éditions Gallimard, et le dernier ouvrage de Laurent Mauvigné, Autour du monde, aux éditions de Minuit. Comme à chaque automne, ce sont maintenant les polars qui rentrent en scène. Et c'est pourquoi nous irons en fin d'émission retrouver Anaïk à la librairie pour un coup de projecteur sur sa sélection et quelques incontournables des maîtres du suspense. Après La haine de la famille et Un brillant avenir, la narratrice Marie renaît sous la plume de Catherine Cusset dans une éducation catholique. Dans ce nouveau roman, Marie évoque la relation qu'elle a entretenue avec la religion, entre un père croyant et une mère athée. Elle nous parle ensuite d'amour et plus intimement de la découverte du désir à travers différentes passions. Avec un subtil mélange d'ironie, d'amitié et d'autofiction, Catherine Cusset a vraiment l'art de nous conter des histoires de famille sans concession, sans retenue ni tabou. Lors de sa venue à Brest, elle a partagé un moment avec Laurence. Catherine Cusset, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Une éducation catholique, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard. On y retrouve Marie, votre double littéraire, pourrait-on dire, qui a été l'héroïne de plusieurs de vos précédents romans. On peut citer notamment La haine de la famille ou encore Un brillant avenir. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de l'origine de ce roman et des interrogations qui ont été à son origine? J'ai eu une éducation catholique, encore qu'elle soit un peu particulière, puisque j'ai une mère juive et athée, sans religion, et un père très catholique, exactement comme Marie, ma narratrice. Et donc on a cette éducation, et puis un jour on cesse de croire, c'est banal. Et donc je me suis quand même posé la question qui était, mais ce message chrétien auquel j'ai cru de toute mon âme d'enfant, quand j'ai cessé de croire en Dieu, qu'en est-il resté? Je me suis quand même dit, mais j'écris un portrait du désir qui est un portrait en mosaïque, et qui est d'une certaine manière moi, et qui est peut-être aussi le portrait de toute femme. Mais qu'en est-il de la continuité? Et qu'ai-je appris d'une figure à l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'une amitié à une amitié et d'un amour à un amour? Et c'est directement lié pour moi à ce message de la religion catholique, qu'est-ce qu'on apprend d'un amour à l'autre? Et qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce qu'on apprend à aimer? Alors dans une éducation catholique, on suit en réalité l'éducation sentimentale de Marie, un chemin qui est influencé, peut-être même par moments forgé, par l'éducation catholique qu'elle a reçue. Alors cette éducation catholique, comment est-ce qu'elle transparaît? C'est une religion qui, dans l'enfance, le message de cette religion, c'est de se dépasser soi-même et d'arriver à aller contre son instinct, contre soi. Et donc Dieu vous demande le plus difficile. Et qu'est-ce que c'est le plus difficile pour la petite fille de 10 ans, ou de 12 ans qu'est Marie au moment de sa communion solennelle? Le plus difficile, c'est de cesser de haïr sa sœur. Et ensuite, quand elle cesse de croire en Dieu, le désir de dépassement et le désir d'absolu qui est là dans la religion ne disparaît pas. Et chacune des amies qui viennent ensuite incarne, j'ai envie de dire, une autre figure de Dieu. Je pourrais dire que c'est à la fois la redécouverte de la religion, puisque je dis que l'amour est une question de foi, et en même temps le moment où on peut aimer parce qu'on s'est débarrassé de Dieu. Alors j'aurais voulu revenir au personnage de Marie, qui n'est pas inconnu de vos lecteurs, puisque c'est votre double littéraire que l'on retrouve à travers plusieurs de vos romans. Ce double littéraire, quelle est votre relation à lui, et de quelle manière est-ce que Marie grandit sous votre plume au fil de vos romans? C'est peut-être un livre d'une certaine manière un peu plus apaisé, parce que j'y raconte un trajet dans lequel il y a presque une victoire qui se passe. Il y a apprendre à aimer. Est-ce que j'y ai réussi? Je ne sais pas, mais c'est ce que je raconte dans ce livre. Et on pourrait ne pas le comprendre quand je raconte à propos de Samuel, de Marie, du premier amour, comment Marie, prise du désir catholique de se confesser, réussit à convaincre Samuel qu'il est normal qu'elle le trompe. Ou bien quand il part en voyage et qu'elle a une douleur de veuve parce qu'elle l'aime tant et elle le pleure, mais je dis pendant 15 jours, puisqu'au bout de 15 jours elle commence à le tromper. Il y a vraiment beaucoup d'ironie chez moi, parce que fondamentalement je sais que ce n'est pas ça l'amour, mais je ne le dis pas, donc mon lecteur peut s'y tromper. Il faut dire qu'il faut la lire, mon ironie, l'autodérision. Je pense que Marie, c'est un personnage qui est dans la condamnation de soi et dans l'autodérision.
Laurent Mauvigné revient avec un roman sphérique, un roman globe, puisque l'histoire se déroule au Japon, en Israël, en Russie, à Dubaï, en Tanzanie ou en Floride. Le seul lien entre les personnages est l'événement vers lequel tous les regards convergent en mars 2011, le tsunami au Japon. À la manière du fameux effet papillon, cette catastrophe est le point de départ d'une succession de récits. Pour cette occasion, Laurent Mauvigné nous a fait l'honneur de venir à Brest nous présenter son dernier ouvrage, Autour du monde, paru aux éditions de Minuit. On le retrouve tout de suite au micro de Laurence. Laurent Mauvigné, bonjour et bienvenue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Autour du monde, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions de Minuit. Il s'agit d'un roman choral qui nous emmène dans 14 voyages portés par des voix singulières qui se juxtaposent et se répondent. Ces voix, elles ont en commun une date, le 11 mars 2011, un événement, le tsunami qui vient de s'abattre sur le Japon, et peut-être surtout par une langue ou un flux qui se répercute tout au long du roman, telle une vague. Comment est-ce qu'il s'est imposé au cours de l'écriture et est-ce qu'il constituait l'enjeu de ce roman pour vous ? L'idée, c'était quand même de travailler sur la mondialisation, sur la globalisation, sur l'idée de vitesse et de comment les choses se répercutent. Donc le tsunami, c'est vrai que j'avais été frappé par l'idée que la vague, en fait, allait toucher la Terre entière. À une année de distance, on savait qu'un an après le tsunami, il resterait une petite vague de 20 cm en mer du Nord. Les traverses, c'était vraiment une question d'énergie, de rythme, et c'était ça la dimension principale. À travers les 14 voyages que vous nous proposez, on entre dans l'univers et dans l'intimité de nombreux personnages qui sont tous atteints d'une certaine façon par le tsunami et donc par le bruit du monde qui les entoure. Alors est-ce que, plus que capter le bruit du monde dans ce livre, est-ce que vous avez également eu la volonté de capter le bruit du temps ? C'est vrai que la question du temps, elle était... Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, elle est devenue de plus en plus centrale parce que, par exemple, le premier personnage du livre, Guillermo, il est mexicain, il vient au Japon, il va mourir dans le tsunami, et je me suis demandé pourquoi j'avais voulu qu'il soit mexicain. Et puis en fait, je me suis aperçu que c'était pas pour ça. Il est mexicain parce qu'en fait, ses parents se sont rencontrés en 85, pendant le tremblement de terre de Mexico. Et voilà, il y a des relations comme ça qui se créent et qui sont vraiment liées comme ça dans des rapports géographiques et qui renvoient forcément aussi à des questions de temporalité. Alors en tant que lecteur, on est happé par chaque histoire, par la vie de chaque personnage, des personnages qui sont tous des personnages principaux, mais qu'on suit sur un temps extrêmement court. Comment est-ce que vous avez vécu cela en tant qu'auteur et quel était votre lien à ces personnages ? À chaque fois, j'aime entrer dans des histoires, j'aime raconter des histoires, j'aime être avec des personnages. C'est étonnant parce que parfois certains personnages viennent très très vite. Par exemple, ça peut être la sensation d'une fille qui va se regarder dans un miroir et qui va toucher ses boucles d'oreilles et elle dit tiens, la boucle d'oreille elle a cette forme-là. Et puis elle dit tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette salle de bain ? Tiens, c'est dans un lieu public. Quel est ce lieu public ? Et oui, ça se crée comme ça. Et moi, ça me suffit pour partir pendant des mois. Et à chaque fois, c'était ça, au fond, qui relançait l'histoire. Une des questions centrales de ce roman, c'est aussi celle de l'altérité. On suit des personnages qui sont tous en voyage. Est-ce que c'était ça aussi pour vous, le projet de ce roman, de tisser des solitudes, mais à plusieurs ? C'est étonnant parce que dès que j'essaie de construire un personnage, mais parce que je crois que c'est simplement la vision que j'ai intimement des choses et des gens, c'est qu'au fond, je ne vois pas autre chose que la solitude autour de nous, en fait. Et pour moi, le roman, de ce point de vue-là, c'est vraiment un art très politique, parce que c'est un art qui cherche à singulariser les expériences, et jamais à renvoyer tout à des clichés, à des catégories, à des facilités, au fond. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. C'est le plus important dans le roman. Nous voici maintenant à la librairie Dialogue où nous allons retrouver tout de suite Anaïk pour sa sélection polar. Bonjour Anaïk. Bonjour Mathilde. Alors je crois que tu as été particulièrement enthousiasmée par cette rentrée polar. Exactement, c'est une rentrée qu'on peut qualifier d'exceptionnelle. Alors je crois que tu nous as sélectionné 3 ouvrages, un thriller, une enquête et une intrigue un peu plus littéraire, c'est ça ? Exactement. Je vous ai sélectionné 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Alors le premier, c'est Angor de Franck Thiès.
Alors c'est le 4e opus dans lequel figurent ensemble Lucie Henbel et Franck Charcot. Il est haletant, il est réussi, on le dévore. Ça va se passer dans les milieux interlopes, comme d'habitude, avec, sur fond de trafic d'organes. Ah, celui-ci me tente bien, je te le prends. Merci. Et du coup, ton deuxième coup de cœur? Alors c'est Le Détroit du Loup d'Olivier Truc. Le Détroit du Loup est le second roman policier d'Olivier Truc, qui avait déjà été fortement remarqué lors de la parution de son premier ouvrage qui s'appelait Le Dernier Lapon. Olivier Truc est un journaliste spécialisé dans les pays scandinaves. Il vit d'ailleurs à Stockholm. Le Détroit du Loup met l'accent sur le conflit entre la préservation des coutumes ancestrales et les intérêts financiers d'aujourd'hui, qui s'opposent évidemment. Donc le troisième, on a dit une intrigue un peu plus littéraire. Alors, c'est Le Retour de Robert Goddard, qui est un auteur britannique, qui fait plus dans l'intrigue que dans le roman policier ou le thriller. Il n'y a pas forcément de meurtre avec Robert Goddard, on va plus fouiller dans le passé, par exemple. Il a une écriture très fouillée, c'est sans conteste le plus littéraire des trois romans dont je viens de parler. Ça se passe en Cornouailles. On va repartir 40 ans en arrière pour finalement s'apercevoir, enquêter d'abord et s'apercevoir qu'un homme exécuté pour meurtre était innocent. L'enquête se passe dans le présent, mais c'est pas un policier non plus qui va mener l'enquête, c'est finalement un homme qui était enfant à l'époque, mais qui était lié à la famille de l'homme accusé. Et donc il va essayer de faire la lumière finalement sur ce meurtre injuste. Eh bien, merci Anaïk. Avec plaisir Mathilde. À bientôt. À bientôt. Notre émission Dialogue littéraire est maintenant terminée. À bientôt et d'ici là, très bonne lecture.